Bonjour et bienvenue au sein de ce webinaire, au sein de cette conférence sur l'art de décrypter les dress codes. Je suis Myriam Hoffman, consultante en images. J'ai fondé l'agence Première Impression il y a 27 ans et donc je suis une experte de l'image, mais je me présenterai un petit peu plus tard, voire même en fin de webinaire pour vous expliquer qui je suis, pour pouvoir vous parler de ce sujet qui me passionne depuis pas mal d'années. Alors, je vais traiter ce sujet à travers donc des slides que je vais projeter puisqu'on est dans le sujet de l'image. Donc, il y a parfois des moments où je vais vous montrer des choses à l'écran, mais il y a l'essentiel du webinaire donc qui sera par PowerPoint, par slide, par keynote exactement. Et on va démarrer tout de suite d'ailleurs. Donc, je vais partager mon écran et je vous souhaite donc la bienvenue au sein de ce webinaire. Alors, vous allez me voir sur la petite fenêtre comme ça à droite, mais je vous souhaite vraiment une bienvenue au sein de ce webinaire. Et nous allons donc parler de l'art de décrypter les dress codes. Alors, tout d'abord, eh bien, avant que je vous déroule le contenu de ce webinaire, je vais vous montrer cette personne et j'aimerais que vous mettiez cette vidéo en pause et que vous vous posiez la question de savoir que fait cette personne dans la vie. D'après vous, voilà, de la façon dont sa bonhomie, la façon dont il se présente et bien sûr la façon dont il est habillé, eh bien, quelle est selon vous sa position? Donc, je vous laisse mettre en pause et peut-être prendre des notes. Voilà. Alors, ok, maintenant, on va faire le même exercice avec cette personne-là. À nouveau, selon vous, quelle est sa position? Qu'est-ce que fait cette personne dans la vie? Vous pouvez mettre la vidéo en pause et à nouveau prendre des notes puisque je ne vous l'ai pas précisé en fin de webinaire, mais si vous ne vous êtes pas mise dans des bonnes conditions, à savoir, donc je fais une petite parenthèse, allez vous chercher de quoi vous désaltérer, vous asseoir confortablement dans un endroit au calme et prendre de quoi des notes, eh bien, mettez tout de suite en pause et allez le faire tout de suite. Voilà. Donc, eh bien, maintenant que vous avez pris cette pause et que vous avez tenté de deviner quelle était la position de cette personne-là, eh bien, je dois vous dire que ce sont les deux mêmes personnes. Donc, évidemment, on ne peut pas l'imaginer parce que elles se présentent dans un contexte différent et surtout avec un look complètement différent. Donc, vous voyez bien que si vous aviez rencontré cette personne le lundi et si vous l'aviez rencontrée le mardi, eh bien, votre première impression aurait été complètement différente. Or, je pense que vous serez d'accord avec moi que lorsque l'on est dans une posture où l'on est en un entretien d'embauche et que l'on ne dispose que de 1 heure pour convaincre son interlocuteur et que d'une fraction de seconde, comme je vais vous l'expliquer, pour faire votre première impression, eh bien, vous voyez que soit vous mettez tous les atouts de votre côté pour réussir cette première impression, soit vous ne le faites pas et à ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Du reste, justement, à votre avis, pour quel poste postule cette personne quand vous la voyez habillée comme ceci? À nouveau, vous pouvez mettre en pause et faire ce petit exercice de votre côté. Voilà. Et de la même façon, pour quel poste est-ce que postule cette personne? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est à nouveau la même personne, mais vous voyez que la personne qui recrute est en droit d'imaginer qu'elle postule pour des jobs complètement différents. Donc, à présent, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est vous exposer que, en fait, la première impression, hein, c'est-à-dire ce que vous allez dégager
En fait, ça repose, mais ça, je vais vous l'expliquer après de manière un petit peu plus scientifique. Il y a 3 composantes qui constituent votre savoir-être, c'est-à-dire votre attitude globale. Il y a votre apparence, c'est-à-dire le visuel, et on va comprendre d'ici quelques instants combien de pourcentage ça représente dans la première impression. Il y a la façon dont vous allez communiquer, votre débit de voix, votre accent, votre intonation, votre rythme de voix, etc. Et les mots que vous allez utiliser, bien entendu. Et il va y avoir votre attitude et votre comportement à travers votre langage des gestes. Et je sais que, à ce titre-là, vous avez des ateliers à la Cité des métiers qui couvrent et à la fois la communication et à la fois le comportement. Mais là, nous allons nous concentrer à travers ce webinaire sur les apparences simplement. Mais vous allez voir qu'en réalité, derrière le mot simplement, eh bien, il se cache véritablement une autre réalité. Donc, en quelque sorte, le but de ce webinaire, c'est de vous exposer ce que j'appelle la règle des 3-20, puisque dans une telle circonstance d'entretien d'embauche, il est vital de se poser de porter son attention réellement sur 3 vecteurs que sont les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes et vos 20 premiers mots. Alors, de manière plus détaillée, qu'est-ce qu'on va voir au sein de cette webconférence? D'abord, je vais définir avec vous qu'est-ce que l'image, parce qu'on en parle beaucoup de look d'image, mais finalement, on ne sait pas toujours ce que c'est. Ensuite, je vais vous parler de l'impact de la première impression. Donc, qu'est-ce que véritablement cette première impression? Ensuite, on va voir pourquoi l'image est devenue omniprésente et omnipotente, même à travers des écrans, bien entendu. Ensuite, je vous parlerai du cercle vertueux du succès. On va ensuite assimiler, ou pas assimiler, mais on va voir quelle est la relation entre l'image et les valeurs. Ensuite, on se verra ce que signifie être bien habillé, qui est un mot finalement très galvaudé. Et puis ensuite, on verra quelles sont les composantes de l'image vestimentaire. Donc, vous voyez qu'on a un long petit programme devant nous. Ensuite, je vous parlerai des styles et des registres vestimentaires. Je vous exposerai quels sont les 6 registres vestimentaires pour que vous puissiez choisir le plus adéquat par rapport à votre fonction et à votre secteur d'activité. Et ensuite, comment ça se traduit? Comment on va traduire les registres vestimentaires en termes d'image professionnelle? Et puis, à la fin, je vous inviterai évidemment à vous poser la question de savoir si votre image correspond au poste que vous convoitez. Et je vous donnerai 6 indices de communication visuelle supplémentaires. Donc voilà le programme qui est un programme assez alléchant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être me présenter. Et pour cela, donc, je vais arrêter de partager l'écran. Donc, comme je vous le disais, je suis coach et consultante en image depuis 27 ans. Et donc, mon travail consiste à accompagner les personnes, que ce soit à titre individuel ou que ce soit dans le cadre de leur entreprise, de leur travail, vers leur meilleure image à travers notamment l'image visuelle, c'est-à-dire la façon dont vous vous présentez en termes de comportement, en termes d'assurance et en termes vestimentaires. Et donc, je vais aider les personnes à choisir les meilleures couleurs, les meilleurs styles, les meilleurs accessoires, la coiffure, le maquillage pour les femmes. Je vais faire des tris de garde-robe chez les gens, je vais les accompagner en shopping. Et je fais également des ateliers sur le charisme, sur le pouvoir de séduction, sur le savoir-vivre, sur le parfum également. Donc, vous voyez, tout ce qui est vraiment look de manière générale. Et j'ai 4 casquettes, je dirais, puisque j'ai une casquette où j'accueille les particuliers, où je vais m'occuper d'eux à titre individuel. Ensuite, j'interviens dans des entreprises de tous bords, publiques, privées, très petites entreprises, multinationales, etc., etc. Et je vais donc là intervenir sous forme d'ateliers, de conférences, de présentations pour sensibiliser le collaborateur à l'importance de l'image et à l'impact de la première impression. Ensuite, j'ai une 3e casquette puisque j'ai également une école dans la mesure où je forme des gens à ce métier. Et enfin, j'ai une casquette d'infopreneur puisque
je coach également les gens à distance à travers des formations en ligne où je vais accompagner les gens dans l'ensemble des pays francophones à travers une plateforme de formation en ligne, à travers des webinaires et des groupes privés, comment gérer au mieux leur image. Donc voilà un petit peu mon profil. Et puis je suis aussi auteure best-seller de 3 livres. Et que vous dire d'autre, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, enfin tout ça, je vous mettrai tout ça à l'écran à la fin. Alors, reprenons maintenant notre conférence pour continuer donc sur ce qu'est votre image. Alors, je vais prendre d'ailleurs excusez-moi, je vais juste attraper quelque chose pour vous lire la définition de l'image. Donc, l'image, c'est l'impression, c'est la représentation collective ou non qu'a le public d'une personne, d'une firme, d'une marque commerciale ou d'une institution. Donc, quelque part, l'image, c'est, comme je dis toujours, un émetteur de radio. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, une énergie, il y a des ondes qui vont émaner de vous. Et ensuite, par la façon dont vous vous habillez, par votre énergie, par votre attitude, par votre comportement, etc. Et ensuite, cette énergie, quelque part, va être captée par votre interlocuteur, quel qu'il soit. Et là, dans ce cas de figure, ce sera la personne qui va vous faire passer l'entretien d'embauche ou les personnes qui vont vous faire passer l'entretien d'embauche. Donc, il y a cette espèce d'effet d'un émetteur et d'un récepteur. Et l'idéal, véritablement, c'est que les ondes qui sont émises et les ondes qui sont perçues soient justement sur la même longueur d'onde pour qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de mauvaise communication dans les échanges. L'image, on pourrait également la comparer à une vitrine, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un magasin, vous vous attendez à voir à l'intérieur ce que vous avez vu à l'extérieur. Eh bien, l'image, c'est pareil. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que l'image, c'est de l'information. Ça renseigne sur qui vous êtes, donc autant faire en sorte, évidemment, que ça donne les bons renseignements. Et donc, j'aime aussi dire que l'image, c'est la première des choses que les gens remarquent et la dernière qu'ils oublient. Et je vais justement maintenant vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un professeur américain qui s'appelle Albert Mehrabian, qui a fait des études donc à l'UCLA, l'Université de Los Angeles, dans les années 60, mais ces études sont encore avérées, puisque à travers les analyses et les recherches qu'il a pu faire, il a pu définir, alors lui il s'est trompé au départ, et je vais vous expliquer en quoi il s'est trompé, mais ce qui reste valable, c'est qu'il a pu définir que la première impression qu'on se forge de quelqu'un repose à 55% sur ce que nos yeux voient. Effectivement, sur ce que nos yeux voient, c'est-à-dire l'attitude, le comportement, la façon dont la personne est habillée, etc., etc. 38% repose sur la façon dont la personne va s'exprimer de façon orale, donc sur ce qu'on entend. Pas le message lui-même, mais la façon dont il le dit. Toujours pareil, par son attitude, par sa voix, par son rythme, par son élocution, son accent, et ainsi de suite. Puisqu'il faut savoir que, en réalité, nos émotions ne sont pas traduites à travers nos mots, ne sont pas traduites à travers nos yeux, mais à travers notre voix, le son de la voix. Ce qui veut dire que 93% de la première impression vient du non-verbal, pour ne laisser que 7% simplement à ce que vous dites réellement, c'est-à-dire au contenu du message. Donc, si je fais une transposition de cela sur le jour de votre entretien d'embauche, ça veut dire que pendant des années, des mois, des semaines, vous peaufinez, vous travaillez, votre CV, c'est quelque chose que on vous a appris à travailler en long, en large et en travers. Et puis,
La façon dont vous allez vous habiller, vous présenter le jour de l'entretien d'embauche, ça va vous prendre 5 minutes la veille pour dire, bon allez, je vais mettre ça, ça, ça et ça et ça. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, la première impression que vous faites, elle repose sur 93% alors que vous lui accordez 5 minutes et que vous avez accordé beaucoup de temps à ce qui, en réalité, va faire 7%. Alors, je vous taquine peut-être un peu, mais il faut vous dire, et c'est là que Albert Mehrabian s'est trompé, il faut vous dire deux choses. Une chose sur laquelle il s'est trompé, c'est que lui, il pensait que la première impression mettait 30 secondes pour se forger. En réalité, c'est une fraction de seconde. Et pourquoi je vous dis ça? À nouveau, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des études, ce sont des recherches qui ont été faites aux États-Unis et qui ont été reprises par l'IPFL il y a quelques années. Et pour savoir véritablement si cette première impression existait et combien de temps elle se forgeait, ils ont mis 185 étudiants dans un amphithéâtre et ils leur ont projeté 85 photos de personnes, tous hommes ou femmes, toute couleur de peau, tout âge. Et en revanche, ces personnes étaient habillées toutes avec un t-shirt gris col rond, pas de bijoux, pas de maquillage. Et on leur a demandé d'avoir un visage très neutre comme ceci, donc pas de grand sourire ni de banane renfrognée. Et ensuite, on a et ensuite, on a projeté donc chacun de ces 85 visages à l'écran une fraction de seconde. Et pendant cette fraction de seconde, on avait donné la consigne à chacun des étudiants qu'ils devaient noter ces visages sur 5 critères. La confiance, l'agressivité, l'amabilité, la sympathie et je ne me souviens plus du cinquième, peu importe. Donc, fraction de seconde et ils devaient noter chaque fois ce que leur trip leur indiquait en termes de fiabilité, agressivité, sympathie, etc., etc. Et ensuite, on a confié à chacun de ces 185 étudiants une télécommande et ils pouvaient, avec cette télécommande, réguler la durée de projection de chaque visage sur leur écran. Donc, ils devaient noter sur les 5 mêmes critères et donc là, ils avaient tout à loisir de laisser les visages autant de temps qu'ils le désiraient. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont dépouillé les 2 passages de photos, eh bien, ils se sont rendus compte que vous ayez une fraction de seconde ou quelques minutes pour vous faire une première impression d'une personne, il n'y a pas de différence sur la première impression que vous vous êtes faite d'elle. C'est-à-dire que votre première impression, elle est instinctive. Que vous croisiez quelqu'un dans un couloir en une fraction de seconde, ça remonte, si vous voulez, à notre cerveau reptilien, à l'époque où, quand on rencontrait un animal, un inconnu dans une forêt ou que sais-je, c'était je fuis ou je reste, je fais confiance ou je pars et je prends la poudre d'escampette. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que n'importe quel recruteur honnête vous dira que c'est dans les premières fractions de seconde qu'il saura s'il va embaucher cette personne. Par contre, ce que le CV vous fait, si vous voulez, c'est qu'il vous permet de rentrer dans l'entreprise. Mais ensuite, ce qui va faire la différence entre toutes les personnes qui sont convoquées pour un entretien d'embauche, c'est plus le CV, parce que le CV vous a permis d'être là. C'est justement votre savoir-être. D'accord? D'où son importance. Et si on se pose la question de savoir pourquoi l'image est importante aujourd'hui, alors, c'est pas la peine que je vous dise que nous sommes affublés d'écrans de toutes parts, télévision, les publicités dans la rue, nos écrans, tablettes, téléphones, ordinateurs, etc., etc. Et que depuis que la société de services s'est développée, eh bien, nous sommes dans un milieu de l'image. Hein, si on imagine un petit peu comment fonctionnait la société il y a quelques siècles en arrière, d'abord ça a été l'ère agricole et les gens échangeaient des pommes de terre, des carottes, des fruits, des baies, etc., etc. Et donc ils avaient un produit, il y avait quelque chose de physique qui existait.
Et ensuite, ça a été l'ère industrielle où là, on échangeait des produits qui étaient fabriqués, des biens qui étaient fabriqués par l'être humain. Et à nouveau, quand vous achetez un téléphone, un téléviseur, un vêtement ou quoi que ce soit, vous êtes à même de savoir si ce que vous achetez, ça vous correspond, ça vous plaît et le rapport qualité-prix est bien pour vous. Tandis que quand vous achetez un service à quelqu'un, c'est quelque chose d'impalpable. Donc, quelque part, vous n'achetez plus un produit ou une pomme de terre, vous achetez une personne. Et c'est ce qui se passe dans un entretien d'embauche. D'où, vous voyez, l'importance de mettre toutes vos chances de votre côté. Ensuite, vous voyez, avant, quand on naissait, on naissait dans un endroit, on y grandissait, on allait à l'école, on se mariait, on avait une famille, des enfants. On était plus ou moins dans la même localité, dans la même région. Aujourd'hui, je veux dire, la mobilité est complètement phénoménale. Donc, on naît à un endroit, on grandit à un autre, on fait ses études à un autre, on a un premier job là, un second ici, et ainsi de suite. Et chaque fois que l'on change de milieu, on doit réaffirmer son identité, et y compris son identité visuelle. Alors, ça va peut-être vous faire rire ce que je vais vous dire, mais il n'empêche que c'est une réalité. Observez ce qui se passe, par exemple, lorsque vous avez de nouveaux voisins qui viennent s'installer près de chez vous, sur votre pas de porte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, oui, vous allez aller leur dire bonjour, etc. Mais peut-être qu'avant d'aller leur dire bonjour et de sonner à la porte pour les inviter à prendre l'apéritif ou leur demander s'ils ont besoin d'aide ou que sais-je, vous allez d'abord vouloir savoir à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est un couple de retraités de 80 ans? Est-ce que c'est un jeune couple avec des enfants? Est-ce que c'est un célibataire? Est-ce que c'est un homme, une femme? Voilà, vous allez vouloir voir la personne. Comme ça, vous savez déjà comment vous comporter, quoi lui proposer peut-être comme type d'aide. Donc, vous voyez que là aussi, on a besoin de voir la personne pour savoir à qui on a affaire. On a besoin de nous forger cette première impression parce que peut-être que finalement, la personne, elle a une tête qui ne vous revient pas et vous avez même peut-être plus envie d'aller lui proposer de l'aide. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Et puis également, on pourrait parler du rôle de la femme, mais bon, un petit peu moins, mais parce que les choses changent, mais c'est vrai que la femme, si vous voulez, elle a plusieurs dilemmes. C'est que déjà, elle n'a pas tant de repères que les hommes en termes vestimentaires, parce que l'homme, il a le complet cravate qui est hérité de l'uniforme militaire depuis des siècles et des siècles, alors que la femme, elle est finalement apparue sur le marché du travail il n'y a que quelques décennies véritablement, allez, oui, quelques décennies. Et donc, elle n'a pas déjà cet héritage de l'uniforme du complet cravate. Et donc, non seulement elle n'a pas de modèle, mais en plus, elle a beaucoup plus de choix, donc beaucoup plus de chances de se tromper également, comme on le verra. Par ailleurs, je vais vous illustrer tout cela avec des photos, des exemples, et je prendrai des exemples d'hommes et de femmes, bien entendu. Alors, moi, je vous ai beaucoup parlé de l'importance de l'image jusque-là d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire l'importance de l'image sur votre interlocuteur, sur la société, sur l'entreprise qui vous embauche, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'image, elle est avant tout importante pour vous-même. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que, est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe quand vous avez le miroir qui vous envoie une image qui vous plaît, quand vous vous sentez fier et heureux de votre allure, lorsque vous vous plaisez dans le miroir et que vous savez que vous avez des choses qui vous mettent en valeur? Qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Eh bien, vous avez une image de vous qui est plus positive. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une image de soi qui est plus positive? On a une meilleure estime de soi, on a davantage confiance en soi, ce qui fait que nous avons de meilleures relations interpersonnelles
parce que les choses nous semblent plus faciles, plus aisées, plus fluides, on se pose moins de questions, on ose être qui l'on est, on ose être soi-même, on est plus authentique. Et de ce fait, on a de meilleures performances, ce qui donne envie de soigner son image. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un cercle vicieux, mais on est dans un cercle vertueux que j'appelle le cycle du succès. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous n'avez pas peut-être un travail aujourd'hui que vous devez vous passer de vous habiller correctement à la maison, parce que cela témoigne aussi d'une forme de respect que vous avez envers vous-même. Ce n'est surtout pas à ce moment-là que vous devez négliger votre apparence, parce que ça va participer à votre assurance, à votre rayonnement, à votre confiance en vous. OK? Donc voilà. Alors, attention, je ne suis pas non plus à travers ce webinaire en train de vous dire que parce que vous avez un joli complet cravate ou un beau blouson ou une jolie robe que, oups, voilà, toutes les portes vont s'ouvrir. Pas du tout. Ce n'est pas du tout en train de ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce qui fait que vous allez postuler à un emploi, c'est tout d'abord votre expertise et vos compétences. Ce n'est pas votre vêtement qui légitimise votre CV, d'accord? Ensuite, tout cela, au fil des années, peut-être, alors peut-être pas si vous rentrez dans le marché de l'emploi dans votre domaine, mais ça vous aura communiqué une crédibilité et une réputation. Mais tout cela, il faut le communiquer à présent. Et vous avez deux façons de le communiquer. Vous avez votre impact verbal, c'est-à-dire vos mots, ce que vous allez dire, ce que vous allez exprimer. Mais il y a aussi, comme on vient de le voir et qui est non négligeable, c'est votre impact visuel. Et tout cela, ça va créer votre rapport votre rapport à l'autre. Hein, voilà. Donc, petit rappel du cercle du succès, ne le négligez pas. Une présentation soignée et valorisante vous donne une image de vous positive, vous donne plus grande assurance, des meilleures relations interpersonnelles, des meilleures performances et voilà. Donc, maintenant, j'aimerais rattacher la notion de valeur à la notion d'image. Vous allez vous dire, mais quel est le rapport peut-être? Et pourtant, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Alors, quand je parle de valeur là, je ne parle pas des valeurs morales de la société, l'honnêteté, la justice, etc., etc. Là, je parle de deux types de valeurs. Je parle des valeurs qui vous sont propres, des valeurs personnelles. Alors, il y en a beaucoup. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, je vous invite véritablement, moi, c'est quelque chose que je fais avec mes clients, y compris avec mes clients en ligne. On ne travaille pas sur son image sans avoir fait un travail sur ses valeurs, si vous voulez. Parce qu'il est important de donner du sens à la façon dont vous vous habillez, de façon à vous habiller de manière authentique et de façon à vous habiller d'une manière qui va vous donner confiance en vous, qui va vous faire que vous êtes fier de votre allure, etc., etc. Donc, faites un travail sur vos valeurs. Je ne vais pas vous expliquer ici parce qu'on va complètement changer de sujet, mais voir comment ensuite votre image, la façon dont vous vous habillez, va pouvoir vous permettre de véhiculer, d'incarner ces valeurs. Et puis surtout, pourquoi je vous parle de valeurs là? C'est parce que chaque entreprise a des valeurs et il vous appartient. Ça fait véritablement partie de la préparation de votre entretien d'embauche, de savoir quelles sont ces valeurs. Des fois, elles sont sur le site internet, mais sinon, vous pouvez téléphoner et vous renseigner d'une façon ou d'une autre, demander par email quelles sont les valeurs qui portent cette entreprise, quelle est sa culture d'entreprise. Alors, des valeurs dans les entreprises, il y en a beaucoup. Ça peut être, je vous en ai mis quelques-unes à l'écran, ça peut être le savoir-être, la formation, le respect, les relations, l'excellence, etc., etc. Mais si par exemple, on prend une société comme Rolex, dont l'une des valeurs est l'excellence, est-ce que vous pensez que dans la fraction de seconde où vous allez entrer en contact avec un futur employeur potentiel, si vous ne projetez pas une image zéro défaut, excellente,
eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous êtes éliminé d'office. D'accord? Si on prend par exemple la valeur de respect, comment voulez-vous manifester du respect envers l'autre si vous ne commencez pas par vous en témoigner vous-même? Voyez? Comment voulez-vous, par exemple, postuler pour un job qui va demander de la créativité, si c'est dans la mode, dans l'art, dans le marketing, que sais-je, dans la publicité, si vous-même, quelque part, vous n'incarnez pas cette créativité sur vous-même et si vous allez à ce job habillé en tailleur-jupe ou en complet cravate. Non. Quelque part là, vous coupez l'herbe sous le pied avant de démarrer. D'accord? Donc, je vous encourage véritablement à faire ce travail sur les valeurs de l'entreprise comme un devoir de préparation à votre entretien d'embauche. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, nous allons voir ensemble qu'est-ce que signifie bien habillé. Parce que c'est très facile de dire de quelqu'un ah ben, je suis bien habillé, celui-là il est bien habillé, mal habillé, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et prendre un papier et un crayon parce que moi, je vais vous expliquer là, après la pause, qu'il existe en réalité 7 critères dans la notion d'être bien habillé. D'accord? Donc, petite pause, réfléchissez, qu'est-ce qu'être bien habillé pour vous? Et ensuite, on reprend ensemble. Alors, être bien habillé, ça veut dire déjà, d'un point de vue strictement visuel, je dirais, de projeter une forme d'harmonie. D'accord? Harmonie des couleurs. Et je vais revenir là-dessus. Harmonie de la silhouette, harmonie du style. L'harmonie, c'est quoi? C'est lorsque vous regardez une personne, un paysage, la nature, un tableau, eh bien, il n'y a rien qui vient gêner votre cerveau, votre œil. Tout est beau, tout est bien organisé, tout est fluide. Il n'y a rien qui vient intercepter le sens du beau. Donc, comme je dis, je vais revenir bien sûr là-dessus. Deuxième chose, un vêtement doit bien tomber. Alors, ça peut paraître, et si je me permets de dire ça, c'est parce que je sais, parce que je le vois sur mes clients dans leur garde-robe, quand on fait du shopping ensemble, ça peut paraître un petit détail en disant « Oui, mais de toute façon, c'est une super couleur, le style me va bien, la coupe me met en valeur. » Non, si le vêtement tombe mal, si vous êtes étriqué dans votre veste, si les pantalons sont trop courts, si les manches sont trop longues, vous aurez beau porter une super couleur, un bon style et une coupe qui vous met en valeur, c'est fichu. On doit avoir le sentiment que le vêtement est cousu sur vous. C'est comme si le vêtement était une extension de vous-même. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des retouches quand vous achetez un vêtement pour voir si véritablement, et n'hésitez pas surtout aussi au départ à essayer des tailles différentes parce qu'aujourd'hui, avec la façon dont les vêtements sont conçus dans des pays différents, dans des marques différentes, avec la fast fashion qui en rajoute là-dessus, eh bien, une étiquette ne veut plus rien dire. On peut le jour même acheter du 42 comme du XS. Voilà. Donc, ne vous fiez pas aux étiquettes, achetez ce qui tombe bien, ce qui vous va bien et au besoin, faites faire des retouches. Ensuite, troisième chose, et non des moindres, parce que là on est un peu dans le cœur du sujet, c'est de vous habiller en fonction des circonstances. Parce que vous n'allez pas vous habiller de la même façon si par exemple vous postulez dans le secteur médical ou dans le secteur de l'éducation que si vous postulez que dans la finance privée. Et même, si on prend par exemple un même secteur qui serait par exemple le secteur automobile, et si on prend deux entreprises qui ont des valeurs complètement différentes comme, je ne sais pas moi, Lamborghini et Fiat, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs. Donc là déjà, même si c'est le même secteur automobile, même si c'est le même secteur économique, il n'y a pas les mêmes valeurs.
Et ensuite, même si vous postulez pour, par exemple, Fiat, mettons, eh bien, vous n'allez pas vous présenter à un entretien d'embauche si vous postulez pour un job à la direction ou dans un job dans la vente ou la direction ou la production, par exemple. Vous voyez? Et il y a même ensuite une espèce de culture une culture au sein de chaque service. Vous voyez, si vous avez un boss, par exemple, qui est particulièrement coquet, ou un service, voilà, mais le boss, eh bien, il peut donner une tonalité complètement différente au dress code. Donc, il vous appartient de vous renseigner et de savoir s'il y a un dress code dans l'entreprise pour laquelle vous postulez. Et si vous ne le savez pas, pour X raisons, vous téléphonez, vous demandez. Ça fait partie de vos devoirs, de votre préparation, véritablement. Ensuite, et je vais vous expliquer après qu'il existe 6 registres vestimentaires et vous allez comprendre comment choisir le bon registre vestimentaire pour votre circonstance à vous. Ensuite, ça signifie s'habiller selon les tendances actuelles. Alors, je ne suis pas en train de vous dire là qu'il faut être fast fashion et fashionista, pardon, plutôt, et être toujours habillé à la pointe de la mode. Non, c'est simplement que dans la mode, il y a des tendances au fil des années ou des décennies comme ça, et que si vous, par exemple, vous avez acheté un complet pour que votre mariage, mais que vous êtes marié il y a 10 ou 20 ans et que vous le ressortez parce que soudain, vous avez besoin de porter un complet et qui vous va encore bien, posez-vous la question de savoir si ce complet est encore d'actualité, parce que sinon, on aura l'impression que voilà, vous n'êtes peut-être pas à la pointe des tendances dans le sens aussi professionnel du terme. Vous voyez? Donc, on fait rapidement un amalgame aussi. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que quand on se fait une première impression de quelqu'un, l'être humain a tendance à vouloir avoir raison. Donc, tout ce qui va suivre après, eh bien, comment dirais-je, va avoir, on va chercher consciemment ou inconsciemment à se donner raison. Vous voyez? Ça s'appelle le biais de confirmation. Donc, c'est pour ça que ça vient encore renforcer la première impression. Et d'ailleurs, je vous parlerai en fin de webinaire aussi de l'importance de l'image pour vous, parce que je vous en ai parlé en début, mais je vous raconterai à nouveau une nouvelle anecdote. Mais là, je vais continuer. Ensuite, c'est important d'investir dans la qualité. La qualité, pourquoi? Et je suis une grande prêtresse de la qualité parce que je vous invite véritablement, pour votre porte-monnaie, pour l'écologie de la planète, à acheter moins mais mieux. Alors évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux savoir véritablement ce qui nous met en valeur dans la première partie, c'est-à-dire dans l'harmonie. Mais voilà, achetez moins, achetez mieux. Hein, less is more, comme je dis toujours dans mes vidéos et partout sur mon site et dans mon apprentissage de manière générale. Il vaut mieux en avoir moins, mais que ce soit de la qualité. Et puis, enfin, vous avez les accessoires. Les accessoires, c'est un peu souvent le parent pauvre de notre image, surtout pour les messieurs, ils en ont moins, etc. Mais c'est les touches finales, c'est la cerise sur le gâteau. Et attention, parce que des fois, des petits détails, moi je dis toujours, la vie est une somme de petits détails, ça peut vous défaire une image. Donc, soyez attentifs à tous les détails parce que c'est ça qui fait qu'on est bien habillé. C'est une somme de petits détails dont ne négligez rien. Ne dites pas oui, ça va. Moi, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que quand vous regardez dans le miroir et que vous dites ouais, ça va, eh bien, si vous dites ça, c'est que ça ne va pas, justement. D'accord? C'est que vous êtes en train de passer du côté ouais, ça va, c'est médiocre, mais bon, on va s'en contenter. De toute façon, ce n'est pas très important. Ce n'est pas ça qui compte. L'habit ne fait pas le moine, et ainsi de suite. Et là, on voit qu'on est du mauvais côté de la première impression puisque je vous ai prouvé que ce n'était pas le cas. Et enfin, dans la notion d'être bien habillé et non des moindres, il y a la notion de hygiène. Je dis toujours, une faute de goût, c'est pardonnable. Hein, vous n'avez pas associé les couleurs ensemble comme il faut. OK. Mais par contre, un manque d'hygiène, des mauvaises odeurs, des pellicules, des taches, des ourlets d'effets, des racines apparentes, etc.,
Ça, c'est carrément rédhibitoire et ça crée une distance physique avec les gens. Donc, vous voyez qu'être bien habillé, c'est une somme de petites choses en réalité. D'accord? Donc, si je vous remontre à présent ce camembert que je vous ai montré au début sur les composantes du savoir-être avec donc l'apparence, la communication, le comportement. On va aborder deux, trois petites choses au niveau du comportement avant que je vous parle de look, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas l'objet, hein, c'est l'art de décrypter les dress codes, donc on va s'en rester à là, même si je pourrais vous parler des heures sur ces sujets. Alors, prenez en considération qu'on a tous un pouvoir de séduction. Et là, je ne parle pas forcément de la séduction entre guillemets sexuelle homme-femme. Je parle du charme, je parle du charisme, je parle de notre savoir-être qui repose sur des choses comme la cohérence, la confiance en soi, le détachement, le respect, l'écoute, les qualités de communication et ainsi de suite. Donc, pensez-y. D'accord ? Ensuite, il va y avoir le langage du corps. À nouveau, vous avez des ateliers pour ça, mais c'est très important. Souvenez-vous simplement, au moins une chose, c'est d'avoir un langage du corps ouvert où vous allez montrer vos paumes de main, où vous allez éviter de croiser les jambes, les bras, etc. D'accord? Ensuite, bien sûr, code vestimentaire, parce que dites-vous que la façon dont vous êtes habillé va agir justement sur votre langage du corps. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué que vous n'avez pas du tout la même façon de vous asseoir, de marcher pour une femme, si vous êtes en jeans et en basket ou si vous êtes en complet cravate ou en tailleur-jupe a fortiori avec des talons. D'accord? Donc, soyez attentifs à cela. Et puis, bien sûr, une arme secrète, même si vous êtes nerveux, même si, voilà, mais normalement, si vous êtes bien préparé, vous ne devriez pas être nerveux parce que la préparation est la clé de tout. Eh bien, souriez. Ça met en confiance, ça dit I'm okay, you're okay. Je vais bien, vous allez bien, je suis heureux d'être là, je suis heureux de postuler parce que je sais que je suis faite pour ce job, etc., etc. Donc, souriez. Moi, je dis toujours, faites les choses sérieusement sans vous prendre au sérieux. Et le sourire, c'est l'humanité, c'est l'humain. C'est vraiment, ça touche à l'âme. Et lorsque vous souriez à quelqu'un, la personne ne peut pas, en général, s'empêcher de sourire. Et puis, autre chose que vous pourrez voir dans les ateliers sur le langage du corps, c'est la bonne distance. Donc, il faut savoir, consciemment ou inconsciemment, à quelle distance se tenir. Les distances, c'est comme des oignons, des couches d'oignons comme ça. Vous avez les distances publiques où, effectivement, tout ce que vous dites tombe dans le langage, tombe dans le public, je dirais. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir soutenir, débattre, répondre à des questions. Bon, évidemment, là, vous l'aurez compris, dans un entretien d'embauche, on n'est pas dans la zone publique. Hein, c'est pour les personnages publics, quand vous faites un discours, une conférence, etc. Ensuite, vous allez avoir la distance sociale que vous allez retrouver au sein d'une entreprise, justement, quand vous êtes en séance, quand vous croisez les collègues, même si le Covid est passé par là, dans le couloir, etc., où là, on n'est plus obligé de crier. Vous voyez, quand vous êtes, par exemple, dans un endroit public, si vous rencontrez un ami dans la rue et qu'il est de l'autre côté du trottoir, vous n'allez pas lui raconter votre vie d'un trottoir à l'autre. Vous allez lui dire « on s'appelle ». Et là, vous allez pouvoir échanger, c'est peut-être les séances de réunion, c'est peut-être la zone, la pause café, voilà, où on n'a plus besoin de crier. Ensuite, vous allez avoir la zone personnelle, où là, donc, on est dans une distance de 50 cm à 2 mètres environ. Et là, on peut plaisanter. Alors, la pause café, en réalité, elle est plutôt là parce que c'est là où vous allez plaisanter, vous allez échanger. Et c'est là que vous pouvez déployer tout votre charme réellement. Et ensuite, vous avez la zone intime qui va de la peau jusqu'à ces 50 cm où là, tout ce que vous dites est
très chargé émotionnellement et on est aussi véritablement dans le langage du corps puisque ça peut être la zone de la gifle comme la zone du baiser ou du coup de poing. Vous voyez, donc on est, c'est le corps véritablement qui parle. Donc vous voyez que quand on est dans un entretien d'embauche, il faut savoir aussi maintenir la distance et je suis sûre que vous-même, vous avez vécu des moments où quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas la légitimité, entre guillemets, de rentrer dans votre zone personnelle, ben, vous vous sentez envahi comme ça et on a un mouvement de recul. Hein, donc, faites attention à cela. Donc, tout ça, bon, je ne vais pas le développer davantage non plus. Et puis, il y a aussi le savoir-vivre parce que, ok, le savoir-vivre a beaucoup évolué, on n'est plus dans le savoir-vivre du siècle dernier, de la baronne de Rothschild ou que sais-je, mais les règles évoluent, le savoir-vivre évolue constamment avec les nouveaux moyens de communication, etc., etc. Mais c'est important parce que le savoir-vivre, son fondement même, c'est le respect de l'autre, c'est faire en sorte de le mettre à l'aise, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est super important. Et dites-vous que justement, il appartient au savoir-être, il appartient à votre comportement et qu'on préférera toujours recruter une personne à CV égal et à compétences égales et à expérience égale, quelqu'un qui sera, avec qui il sera agréable de vivre au quotidien plutôt qu'une personne qui est vraiment, voilà, qui n'a pas du tout de bonne manière et qui est entre guillemets un malotru, je dirais comme ça. D'accord? Donc, je vous ai parlé, si vous vous souvenez, dans la notion de harmonie, dans la notion de bien habillé, eh bien, l'une des premières choses que je vous ai expliquées, c'est cette notion d'harmonie. Et je vous ai dit, c'est porter les bonnes couleurs, le bon style et les bonnes formes. Puisqu'en réalité, lorsqu'on choisit un vêtement, le vêtement, comme toute forme de design, de graphique, possède 3 constantes. Le vêtement possède toujours une couleur que l'on va choisir en fonction de ses propres coloris naturels. Le vêtement possède toujours une forme, c'est-à-dire qu'il a une coupe, il est long, il est court, il est droit, il est cintré, il est ceinturé, etc. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est faire adhérer la forme du vêtement à vos formes à vous. Et enfin, le vêtement possède un style, c'est-à-dire que de même que vous avez une éducation, une culture, une personnalité, des goûts, un vécu, une histoire, une expérience, un passé, eh bien, donc cela crée une ambiance, cela crée une énergie, cela crée quelque chose autour de vous. Eh bien, il faut faire en sorte que tout cela s'harmonise avec l'ambiance et l'atmosphère du vêtement, c'est-à-dire le style du vêtement. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous parler de couleurs. Le but là, c'est que alors, de la couleur, on peut en parler de 2 façons. Mais le but, je dirais, c'est que vous portiez des couleurs qui s'harmonisent avec vos propres coloris naturels. Et là, quand je parle de couleurs, c'est couleurs de vêtements, couleurs de maquillage, couleurs d'accessoires, couleurs de cheveux pour les femmes, etc., etc. Parce qu'on veut une harmonie entre ces 2 choses-là. Ce que vous ne voulez pas, c'est que la couleur rentre avant vous, c'est-à-dire qu'elle vous agresse, et pour cela, vous pourrez le vérifier, vous vous mettez dans une couleur. Alors évidemment, dans les entretiens d'embauche, je vais dévier bien sûr là-dessus, il y a des couleurs qu'il sera préférable à porter que d'autres, mais ce que vous ne voulez pas, c'est que vous habillez d'une couleur, vous ouvrez les yeux, parce que c'est pas forcément, ça ne signifie pas forcément qu'une couleur est vive, parce que si vous-même vous avez des coloris naturels lumineux, vous pourrez très bien porter une couleur vive sans qu'elle vous agresse. Mais si vous mettez une couleur lumineuse et que vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et la première des choses sur laquelle votre regard va tomber, c'est la couleur, là, la couleur, c'est qu'elle voyage, je dirais, avant vous, c'est pas bon. Mais en même temps, vous ne voulez pas non plus que lorsque vous faites le même exercice, vous ouvrez les yeux et vous voyez que la couleur, elle disparaît. Il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Alors, laissez-moi vous expliquer de manière un petit peu plus technique quelques bases colorimétriques. Et en même temps, je vais vous parler de 2-3 choses que je vais vous montrer
à l'écran, qui sont des tissus que j'utilise pour faire des analyses en ligne ou des ateliers dans les entreprises. Ce n'est pas des tissus que j'utilise pour les consultations privées, mais je les utilise en ligne. Alors, dans la couleur, il existe 6 directions qui s'opposent par groupe de 2. Il y a ce qu'on appelle le clair-obscur, on l'appelle aussi l'intensité de la couleur, et ça va permettre de distinguer les tons sombres, vous voyez, qui vont être donc des couleurs comme ceci, d'accord, des tons clairs qui vont se présenter plutôt comme cela. Ok, voilà. Voilà. Et la différence entre les tons sombres et les tons clairs, c'est simplement que dans une couleur sombre, plus vous rajoutez de noir, plus la couleur s'assombrit, plus on rajoute du blanc, plus la couleur va s'éclaircir. D'accord? Donc, c'est cette gradation-là. Ensuite, dans la couleur, il y a ce qu'on appelle la température qui va permettre d'opposer les tons froids aux tons chauds. Donc là, par exemple, je vous montre des tons froids. Ok. Voilà. Et ici, je vous montre des tons chauds. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que, eh bien, on a des verts comme ceci qui sont des tons chauds et des verts comme cela qui sont des tons froids, ou qu'est-ce qui fait que on passe à partir d'un même rouge, d'un fuchsia à un orangé, à un rose, d'un rose fuchsia à un rose corail? Eh bien, c'est que tout simplement, quand on refroidit une couleur, on rajoute des pigments bleus dedans, et quand on réchauffe une couleur, on rajoute des pigments jaunes. Donc, vous voyez, on a le noir, le blanc, le bleu et le jaune. Et puis enfin, dans la couleur, il y a ce qu'on appelle la saturation. Et vous savez, les couleurs, ce sont des mélanges à partir des 3 couleurs primaires. Or, lorsque on mélange les couleurs et qu'on s'en tient aux couleurs primaires, on va obtenir des tons très lumineux, comme ceci, très contrastés. Ça, c'est ce qu'on appelle des couleurs saturées. Et ces couleurs-là, on peut les désaturer. Et on va les désaturer de 3 façons. On va les désaturer en rajoutant dedans du brun, du gris ou de la couleur complémentaire, c'est-à-dire opposée dans la roue des couleurs. Et à ce moment-là, vos tons lumineux vont se transposer en tons mat, en tons poudrés, qui sont des couleurs beaucoup plus subtiles, on va dire. D'accord? Donc, il faut savoir que toute couleur possède ces 3 caractéristiques. À part le blanc et le noir qui sont un peu en part, mais là, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans des détails trop techniques, mais toute couleur possède 3 caractéristiques. D'accord? Et nous aussi, nous sommes composés de pigments naturels, la mélanine, la carotène, l'hémoglobine, qui vont nous donner une couleur de peau, d'yeux, de cheveux. Donc nous aussi, dans notre schéma chromatique de coloris naturel, nous avons irrémédiablement une intensité, une température et une saturation. Et l'idée est de s'entourer de couleurs qui partagent les mêmes caractéristiques colorimétriques que nous. Peu importe la couleur, l'idée là n'est pas de choisir quand on fait du conseil en image. Je ne vais pas venir vous dire, voilà, vous Frédéric, c'est du bleu et vous Anna, c'est du vert. Non, tout le monde peut porter du bleu ou du vert. Par contre, eh bien, on va s'attacher à choisir tel type de bleu ou tel type de vert par rapport à vous-même. Donc ça, c'est une chose par rapport aux couleurs. Une autre façon de voir les couleurs, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder ici, et d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet www.première-impression.com ou si vous allez sur mes vidéos YouTube ou voilà, dans la majorité de mes réseaux sociaux, vous pourrez télécharger un document de 140 pages sur la psychologie des couleurs. Parce que là, je vous ai expliqué les couleurs d'un point de vue esthétique, les couleurs qui vous vont bien à vous, mais il faut savoir aussi que les couleurs ont un effet symbolique
hein, la psychologie de la couleur. Et vous voulez aussi choisir des couleurs qui seront peut-être en lien justement, mais au sein, d'abord vous partez des couleurs qui vous vont bien, puisque vous voyez bien que dans les couleurs qui vous vont, il y a de toute façon du bleu, du vert, du violet, du rouge, du rose, etc. Et au sein de ces couleurs, vous allez choisir peut-être eh bien, une direction, un type de teinte particulier pour matcher avec différentes choses que je ne vais pas couvrir ici, parce que là, on part dans des choses trop complexe pour rester dans un webinaire de cette durée-là. D'accord? Donc voilà pour la partie couleur. Ensuite, je vais vous parler d'un autre petit point. Alors, je vous donne là quelques outils, véritablement. Là, je vais m'adresser plus particulièrement aux femmes et je vais vous montrer une photo qui est assez démodée, mais qui est extrêmement parlante. En fait, j'ai jamais pu prendre, on va dire, une photo aussi parlante que celle-là que j'avais prise il y a de longues années en arrière. Mais le principe reste absolument identique, c'est-à-dire que le noir, il y a 10 ans, a le même, ou il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, il a le même effet que le noir aujourd'hui. Eh bien, c'est cette photo-là. Donc, là, qu'est-ce que vous avez qui est illustré à l'écran? Vous avez simplement illustré le phénomène des proportions et des longueurs. Plus un vêtement est long, que vous le preniez dans les manches, dans les vestes, dans les tops, dans les jupes, dans les shorts, dans les pantalons, dans tout ce que vous voulez, plus il va tasser. Plus un vêtement est court, plus vous allez montrer des bras et des jambes, plus vous allez montrer des membres, plus il va vous grandir. Alors, je ne vais pas détailler ici, il n'y a pas que les longueurs qui font que la dame à gauche, elle paraît beaucoup plus grande que la dame à droite. Il y a aussi des couleurs de collants, il y a des détails d'attention qui sont placés, etc. Mais l'idée, c'est que vous voyez que on a la sensation que la dame à gauche, elle a des très longues jambes et un tout petit buste dans la photo avant, alors que la dame en rouge, évidemment, on a l'impression qu'elle est minuscule et pour cause. Elle a tout qui est trop long, les manches, la veste, la jupe, des changements de couleur, un bouton sur le ventre, un collier long. Donc, en fait, il y a tout qui attire l'attention partout sur son corps, sauf sur son visage. D'accord? Voilà. Donc, ça vous montre à quel point, outre le fait de choisir une couleur qui est en harmonie avec vous, eh bien, il va falloir choisir des coupes, des longueurs, des proportions, des volumes, des textures de tissu, des imprimés, donc tout ce qui constitue la forme du vêtement qui seront appropriés cette fois-ci à vos formes à vous, c'est-à-dire à votre morphologie quelle qu'elle soit, peu importe que vous soyez grand, petit, fort, maigre, etc., etc. Et puis, troisièmement, je vous ai dit que le vêtement avait ces trois dimensions. Le vêtement, il a aussi une ambiance. Et vous, comme vous avez une personnalité. Et même si vous allez devoir adapter, comme on l'a vu dès le départ, votre tenue vestimentaire au job pour lequel vous postulez, eh bien, vous avez néanmoins une personnalité. Et là, vous avez à l'écran les 8 styles vestimentaires avec lesquels je travaille. À nouveau, je ne vais pas pouvoir décliner à travers ce webinaire tout cela, mais c'est simplement pour vous dire que si vous voulez projeter une image fidèle à vous-même et qui soit authentique et qui soit vraie, eh bien, il va falloir également intégrer ces paramètres-là dans vos choix vestimentaires, y compris lorsque vous postulez pour un travail. Alors, par contre, je vous ai dit que j'allais vous parler des 6 registres vestimentaires. Et là, j'aimerais véritablement passer un petit peu de temps, un petit peu plus en tout cas, parce que c'est très important par rapport au jour J. Il existe 6 registres vestimentaires. Et donc voilà, vous avez le décontracté. Après, je vais vous montrer des photos. Alors, je vais peut-être d'abord vous les décliner, puis je vais vous montrer des photos. Je vous montrerai des photos de femmes. Donc, vous avez le décontracté soigné, le sport chic, le professionnel relax, le professionnel strict et les occasions spéciales. Alors, je les ai mis en gras parce que le décontracté et les occasions spéciales, je ne pense pas que ce sont des registres vestimentaires qui vont vous être utiles pour postuler pour un travail et vous comprendrez pourquoi. Donc, si on prend par exemple d'abord le décontracté,
Eh bien, le décontracté, c'est celui que vous portez à la maison. Et là, qu'est-ce que vous demandez aux vêtements? Vous lui demandez de vous rendre confortable, d'être à l'aise. Il n'y a rien qui pique, qui gratte, qui serre, qui fait du bruit ou que sais-je. Hein, donc, on est dans des matières douces, on est dans des choses extrêmement molles, tombantes, fluides, où il y a de l'aisance. Et aussi un vêtement pratique parce que si vous cuisinez, si vous peignez, si vous faites du jardinage, si vous salissez avec vos enfants, eh bien, vous n'allez pas craindre, entre guillemets, pour votre vêtement. Vous le mettez au sac à linge sale et l'affaire est réglée. D'accord? Donc, voilà pour ça. Ensuite, un cran au-dessus. Donc, à noter que le décontracté, il n'y a que vous qui vous voyez et vos proches. Par contre, imaginons maintenant que vous deviez sortir de la maison pour aller faire une course au magasin du coin ou que sais-je, vous devez amener vos enfants à l'école. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a l'option de mettre un manteau par-dessus en hiver, mais si ce n'est pas l'hiver, vous allez peut-être troquer vos pantoufles pour une paire de baskets et vous allez troquer votre short ou votre training par une paire de jeans et, je ne sais pas, un blouson ou que sais-je. D'accord? Et là, on va être dans un décontracté soigné. OK? Ensuite, imaginons maintenant que vous devez sortir de la maison, non pas pour faire ce qu'on a dit, mais que vous êtes invité chez des amis, ou vous allez faire du shopping avec une copine, ou vous travaillez, ou vous allez travailler dans un endroit où justement il n'y a pas véritablement de dress code dans le sens où vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, peut-être que vous allez être un peu plus attentif à votre image, du style, une femme va se maquiller, va se coiffer, vous allez remplacer vos baskets par une paire de chaussures, vous allez peut-être mettre une veste, un homme va peut-être remplacer son t-shirt par une chemise et ainsi de suite. Et là, on va être dans un sport chic. Comme son nom l'indique, ça reste sport, ça reste décontracté, mais il y a une notion chic. Maintenant, imaginons que vous travaillez dans un endroit où c'est plus comme vous voulez, entre guillemets, mais il y a un dress code. Il n'est pas encore très formel, mais vous savez que le jean, ça passe plus, les baskets, tout ça. Voilà, il y a quand même une certaine formalité. Et là, on va être dans un professionnel relax. Donc, ce n'est pas encore le tailleur-jupe ni le complet cravate, mais voilà, la veste s'impose, ce sera peut-être le blazer, une chemise, des petits cols roulés à col fin, etc., etc. Et puis, n'en parlons pas, le cran au-dessus, enfin, ou parlons-en plutôt au contraire, c'est le professionnel strict, où là, vous êtes véritablement, c'est la banque privée, c'est les assurances, c'est l'audit, c'est la finance. Ce sont des secteurs beaucoup plus conventionnels où il va y avoir un dress code très assidu, où vous ne pourrez plus porter n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, n'importe quel style, n'importe quel accessoire, maquillage, coiffure ou que sais-je. Et puis enfin, mais je vous ai dit que celui-là, il ne vous servirait pas trop, vous avez les occasions spéciales, les mariages, les réveillons, les baptêmes, enfin, les grandes soirées où vous allez devoir vous mettre sur votre 31. Alors, maintenant, laissez-moi vous donner quatre indices qui vont vous faire basculer facilement, sans que je vous fasse une grande théorie là-dessus, mais d'un registre vestimentaire à l'autre. Si on prend par exemple l'exemple des messieurs. Alors là, il n'y a pas les 6 parce que j'ai enlevé le décontracté justement et les occasions spéciales, mais à partir du moment où un vêtement n'a pas de col, vous voyez, c'est un pull, un t-shirt, ce genre de choses-là, il est dans un registre décontracté, soigné. Dès que vous allez amener un col, polo, un revers de veste, une chemise ou que sais-je, eh bien, on va tomber dans un sport chic. Dès que vous allez amener une veste, on va tomber dans un professionnel relax. Et dès que vous allez amener un ensemble, donc tailleur jupe ou tailleur pantalon pour les femmes ou complet
pour l'homme, on va être dans un professionnel strict. Et c'est la même chose pour les femmes. Pas de col, décontracté soigné, un col sport chic, une veste professionnelle relax et un ensemble tailleur-jupe, tailleur-pantalon professionnel strict. D'accord? Donc, posez-vous, que vous soyez une femme ou un homme, la question de savoir est-ce que mon image correspond au poste que je convoite. Et là, eh bien, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques pistes de façon à ce que, en fonction du job pour lequel vous allez postuler, vous allez savoir si vous devez vous mettre dans ce que j'appelle une posture d'autorité ou de conciliation. Je vais développer, mais disons que les couleurs que vous allez choisir, le contraste de couleurs que vous allez choisir, le fait que ce soit un uni ou un imprimé, le type d'imprimé, si vous savez porter des imprimés, les textures, le fait que ce soit asymétrique ou pas, ou la coupe, vont vous permettre de, instantanément, même avant que vous ouvriez la bouche, si déjà vous vous postulez pour un job qui demande une autorité, qu'est-ce que j'appelle une autorité? Une autorité naturelle où vous savez que vous allez être dans une position où voilà, il y a des décisions à prendre, c'est peut-être la loi, c'est peut-être voilà, la sécurité, que sais-je, où il n'y a pas à discuter. C'est comme ça, où vous peut-être vous devez gérer des choses sensibles, ou voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser ça pour votre propre vie privée quand vous avez des messages d'autorité que vous souhaitez ne pas être, on vous dise oui, mais bon, quand même, tu crois, etc. Non, pas du tout. Là, vous pouvez exprimer par votre façon de vous habiller cette forme d'autorité. Ou au contraire, vous postulez peut-être, vous allez vous trouver dans une situation où l'autorité n'a pas sa place. Vous êtes dans un côté social, humain, où il faut inviter les gens à s'ouvrir, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de trouver des compromis, des conciliations, ce genre de choses. Et là, vous allez voir qu'il y a une toute autre façon de faire. D'accord? Alors, je vous propose d'arrêter de partager l'écran parce que ce que je vais vous montrer là, c'est mieux si je vous le montre de visu. Alors, au niveau des couleurs déjà, si par exemple, je vous montre ce type de couleur ou ce type de couleur, à votre avis, lequel exprime la conciliation, lequel exprime l'autorité? Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez réfléchir, mais je peux déjà vous dire que ça, ce sera l'autorité. Parce qu'une couleur sombre va exprimer l'autorité. Regardez, les policiers, les juges, les avocats, les prêtres, les businessmen ne sont pas habillés en jaune poussin, en rose dragé, en bleu ciel, en vert pomme ou quoi que ce soit. Non, noir, gris anthracite, bleu marine, vert foncé. Alors que si vous allez dans une circonstance beaucoup plus légère, frivole, une garden party, un mariage ou que sais-je, on sera dans des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. Et regardez, quelqu'un qui rentre dans une secte, on ne l'habille pas en noir, parce que le noir, c'est l'autorité, c'est l'autonomie. On l'habille en blanc, parce qu'on a envie d'effacer le disque dur quelque part. Hein. Donc, plus vous allez porter des couleurs sombres, plus vous allez témoigner d'une forme d'autorité. Plus vous serez dans le clair, plus vous serez dans une forme de conciliation. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous ai dit que le deuxième critère, c'était le contraste. Et effectivement, regardez ce qui se passe. Imaginez un homme qui aurait complet, foncé, chemise blanche, cravate bleu roi ou rouge ou que sais-je. À côté, un homme qui a une chemise de couleur un peu saumonée comme ça et un complet gris taupe. Lequel vous impressionne entre guillemets le plus?
Celui-là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que plus vous allez amener de contraste en clair-obscur, c'est-à-dire rajouter une petite quantité de clair. J'ai bien dit une petite quantité. Si vous regardez l'avocat, le juge ou le businessman, c'est qu'une petite partie. Mais ce contraste-là va créer l'autorité. Alors que si vous allez au contraire vers des camailleux, vers des dégradés, vers des tons sur tons, vers des choses qui sont beaucoup moins contrastées, vous aurez l'air beaucoup plus accessible, ouvert et approchable. D'accord? Ensuite, je vous ai parlé de uni ou d'imprimé. Donc, je vous montre la même couleur, mais une fois unie et une fois imprimée. Voilà, donc je vais me cacher derrière ceci. À votre avis, ça risque de... Oui, je pense que ça fait un petit effet. Mais à votre avis, quelle est la plus autoritaire? Si vous ne vous êtes pas trompé, ça exprimera l'autorité. Ça exprimera le côté plus conciliant. Pourquoi? Parce que, à nouveau, vous imaginez, voyez, ce businessman en couleur unie, et puis à côté, celui qui est en complet, à rayures ou à carreaux, avec une cravate imprimée. Vous voyez que, pourquoi? Parce que tout simplement, quand c'est uni, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça, la couleur est là et c'est tout. Alors que quand il y a un imprimé, ça va donner quelque chose de plus intéressant, de plus... Voyons qu'est-ce qui se passe là. Voilà, ouvrons le dialogue et discutons un tout petit peu de tout cela. Et puis, dans la forme de l'imprimé, il va y avoir aussi des choses qui se jouent d'un point de vue psychologique. Si je vous demande avec vos mains de me dessiner un corps de femme, allez-y, mettez la vidéo en pause et avec vos deux mains, dessinez un corps de femme. Et puis maintenant, dessinez un corps d'homme. Voyez la différence de forme? Eh bien, c'est la même chose au niveau des formes du vêtement. Vous voyez, on a la même couleur là de vêtement. Vous voyez que si vous mettez des lignes anguleuses, vous aurez l'air beaucoup plus strict et autoritaire que si vous mettez des lignes courbes. D'accord? Donc, voilà. Et puis, il va y avoir aussi, je vous en ai parlé, dans là, regardez, par exemple, je vous montre deux couleurs identiques, sauf que là, vous avez un tissu mat qui absorbe la lumière et là, vous avez un tissu lisse. Alors, il n'est pas brillant, mais il est lisse. Peut-être que vous ne le voyez pas bien à l'écran, mais ce tissu est lisse contrairement à celui-ci qui est texturé. Si vous regardez les polaires, les vêtements de sport, les vêtements pour la maison, les pilous, les choses comme ça, sont des choses texturées parce que le fait d'absorber la lumière vous donne du recul. Alors qu'un tissu qui réfléchit la lumière, qui est lisse en tout cas, est beaucoup plus habillé, est beaucoup plus formel, est beaucoup plus strict. Et puis, il y a également la coupe. Vous comprenez bien qu'en complet ou en tailleur, une veste qui tient le corps va paraître plus autoritaire, plus formelle qu'un vêtement tout mou, tout souple qui, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure dans le langage du corps, qui va permettre de vous affaisser quelque part. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cela. Donc, évidemment, en fonction du type de job pour lequel vous postulez, dirigez-vous plutôt vers cette posture autoritaire ou cette posture accessible, bien évidemment. D'accord? Ou un entre-deux, si tel est besoin. Après, ça, c'est à vous de voir. Si vous avez, par exemple, un job qui demande les deux, vous pouvez choisir de vous habiller d'une certaine façon au premier entretien et d'une autre. Alors, attention, vous ne changez pas de style ni de registre, vous changez simplement des détails que je viens de vous indiquer. Je vais repartager mon écran pour continuer la présentation. Donc, couleur, contraste, uni ou imprimé, la forme des imprimés, les textures, un vêtement asymétrique.
intéressera davantage votre interlocuteur qu'un vêtement symétrique. L'œil a vu, le cerveau est content. Voilà, un vêtement symétrique est plus autoritaire qu'un vêtement asymétrique. Et la coupe. Et puis, comme je l'ai dit, on arrive sur la fin de ce webinaire. Ne négligez pas les accessoires, bien entendu. Touche finale, hein, très importante. On dit souvent, enfin, en tout cas, moi, je l'ai entendu dire de beaucoup de personnes, qu'une femme va juger un homme aux chaussures qu'il porte. Parce que vous pourriez avoir toute la tenue très bien soignée et puis les chaussures tout d'un coup qui trahissent un peu la chose. Maquillage pour les femmes, juste un petit truc que je vous donne. Évidemment, c'est tout un univers, hein, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. Mais par contre, évidemment, c'est quelque chose que j'aborde en conseil, en consultation, mais aussi dans mes formations en ligne. Plus une couleur est claire, plus elle fait ressortir, plus elle avance. Donc, vous voyez ce qui se passe, par exemple, sur un œil protubérant. Mais vous voyez que sur le même œil, si vous mettez des couleurs sombres, eh bien, l'œil va retrouver sa place au sein de l'orbite. Alors, c'est un exemple. Hein. Le parfum. Alors, on n'est plus dans l'image visuelle, mais on est dans l'image olfactive. Important, ne vous aspergez pas de votre parfum préféré pour un entretien d'embauche. Ce n'est pas parce que c'est le préféré de vous que ce sera le préféré de votre interlocuteur. Donc, attention. La démarche aussi, chaussez-vous avec des chaussures dans lesquelles vous serez confortable. Hein, n'allez pas spoiler, n'allez pas tout abîmer par une paire de chaussures qui ne serait pas, dans laquelle vous ne seriez pas bien. Et puis, éliminez évidemment tout ce qui serait des éléments perturbateurs. Vous pouvez, je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour voir qu'est-ce qui est, alors là on n'est plus, c'est vrai, dans le domaine de l'hygiène, mais qu'est-ce qui serait susceptible de gêner votre entretien. Donc, voilà, je vous donne quelques réponses. Ça peut être un vêtement qui est trop court pour une femme, et donc en jupe, et quand elle se lève, il faut qu'elle tire sur sa jupe pour la baisser. Ça peut être des ongles qui sont non manucurés, ça peut être un bas qui est filé, ça peut être des cheveux que vous êtes sans cesse en train d'enlever, ça peut être des racines apparentes, ça peut être un maquillage ou des ongles inappropriés. Ou chez un homme, ça pourrait être des chaussettes blanches, ça pourrait être des chaussures qui ne sont pas en bon état, pas de ceinture, une cravate nouée trop longue s'il y en a une, des cravates style Mickey. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les bijoux d'homme sont nettement plus appropriés, mais par exemple, une longueur de chemise qui ne dépasse pas de la manche de la veste. Et donc, là, vous voyez, chez la femme, ça peut aussi être des sous-vêtements apparents, comme je vous ai dit, des jupes qui remontent ou qui moulent le bas des fesses, des doublures apparentes aux jupes, aux manches, un chemisier trop petit avec les boutons qui s'entr'ouvrent, des plis de tension si justement le vêtement tombe mal et que vous êtes trop serré dedans, des ourlets d'effet, des pinces ou des poches qui s'ouvrent sur un pantalon qui serait trop petit, des assemblages de couleurs discordantes, des bijoux clinquants, des accessoires inappropriés, c'est-à-dire des accessoires que vous mettriez pour aller à la mer, en boîte de nuit ou que sais-je, un maquillage qui coule ou qui file. Et pour un monsieur, ça pourrait être des pointes de chemise usées et qui rebiquent, des cols et des manchettes sales, là à nouveau des plis de tension, pantalons trop courts ou trop longs, assemblage de couleurs discordantes, le stylo bic dans la poche, hein, donc attention, ou des poches trop pleines. Prenez un stylo, voilà, un vrai stylo, pas un stylo en plastique, quoi. Même si les piercings, attention aux tatouages visibles en fonction évidemment de votre domaine d'activité. Hein. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus flexible là-dessus, évidemment. Mais des cheveux sales, une coupe trop longue en fonction de votre job, une nuque mal rasée, une pilosité, vous voyez, qui est mal soignée, des poils hirsutes au niveau des sourcils, des pellicules sur les épaules. Tout cela, dites-vous, je suis d'accord, on est humain, ça peut arriver, errare humanum est, hein, mais dites-vous que tout ça, ce sont des détails qui vont détourner l'attention de votre interlocuteur sur l'objet de votre rencontre. Donc, évitez-les. Et puis, s'il y en a qui parmi vous qui visionnez
cette conférence, cette webconférence, ce webinaire Kids en Poste, moi je dis toujours pour les personnes ambitieuses, ne vous habillez pas pour le poste que vous occupez, mais pour celui auquel vous aspirez. D'accord? À ce titre, je peux vous partager une petite anecdote. Une fois, je donnais un séminaire de 2 jours dans une entreprise publique très, très, très connue de la place genevoise. Et j'avais donné plusieurs séries de séminaires comme ça. Et puis, une fois, j'avais eu le chef. Et la fois d'après, j'avais eu son subordonné, son collaborateur placé au-dessous de lui d'un point de vue hiérarchique. Et autant le chef était, mais il se moquait de son image, c'était vraiment le dernier de ses soucis. C'était, voilà, pour lui, il fait vraiment partie de l'habit ne fait pas le moine. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il était venu chercher quelques conseils. Autant son subordonné, c'était une gravure de mode, quoi. C'était vraiment. Mais le problème, c'est qu'il leur arrivait d'aller rendre visite ensemble, parfois, à des clients. Et ce qui se passait, c'est que quand il les voyait rentrer, eh bien, les clients pensaient que le boss, c'était le jeune. Et il en a eu tellement marre, le chef, qu'un jour, il lui a dit, il est arrivé là, c'est pour vous dire à quel point, hein, que l'image, voilà, c'est pas simplement un truc comme ça. Il lui a dit, écoute, ce serait bien quand même que quand on va voir des clients, tu t'habilles un peu moins bien. Donc, voilà, je crois que ça dit beaucoup de choses. Et puis, ben, c'est à vous de vous poser la question de savoir, l'image, est-ce que c'est un outil de communication ou est-ce que c'est un facteur de discrimination? Je pense que c'est les deux, mais moi j'ai envie qu'à travers ce webinaire, vous ayez compris que c'est un véritable outil de communication et que ça ne doit pas être le parent pauvre de votre entretien d'embauche. Donc, maintenant, demandez-vous, et pour moi, qu'est-ce que j'emporte de ce webinaire dans ma caisse à outils? Et vous savez, je vous ai parlé de quelque chose pour vous dire que je voulais vous dire une dernière chose avant que j'oublie et que je conclue. C'est que l'image aussi, elle est importante pour vous dans le sens où, alors je vais plutôt vous raconter une recherche qui a été faite plutôt que de me perdre en chiffres ou quoi que ce soit. À nouveau, ça se passe aux États-Unis et ils ont fait quelque chose, ils ont voulu prouver ce qu'on appelle d'un point de vue scientifique enclosed cognition, c'est-à-dire je ne sais pas comment le traduire en français, bon, je suis anglophone alors, et puis c'est un jargon un petit peu scientifique. En tout cas, ils ont voulu comprendre à travers cette expérience l'impact du vêtement sur notre cerveau à nous, sur celui qui le porte. Et donc pour cela, ils ont pris un groupe de travail qu'ils ont divisé en deux et ils ont donné à ce groupe de travail des tâches à faire qui étaient des tâches identiques et on leur a donné à chacun un tablier blanc pour exécuter ces tâches. Sauf que le premier groupe, on a dit au groupe, voilà, ce tablier, c'est un tablier de scientifique. Et au deuxième groupe, on leur a dit, ça, c'est un tablier de peintre en bâtiment. Alors, j'ai rien contre les peintres en bâtiment, sauf que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'après avoir exécuté les tâches et qu'ils ont dépouillé le travail qui avait été accompli, eh ben, les personnes qui portaient une blouse de scientifique se sont, entre guillemets, sentis plus intelligents et ils ont mieux performé. Donc là, ils ont voulu savoir si c'était psychologique, si c'était la méthode Coué ou si c'était vraiment enclosed cognition. Et donc, ils ont refait la même opération, sauf que à un groupe, ils ont montré le tablier en disant, ben voilà, vous allez, voilà, imaginez que vous faites ce travail avec un tablier de scientifique, et puis l'autre, ils l'auront véritablement endossé, ce tablier de scientifique. Hein, donc là, dans un cas, on leur a dit, imaginez que vous êtes un scientifique, dans le deuxième cas, vous portez le tablier. Eh bien, les gens qui portaient le tablier de scientifique ont mieux performé parce qu'ils incarnaient quelque part cette posture que les gens en qui on avait simplement dit « vous êtes un scientifique ». Voilà. Je crois que je conclurai là pour vous montrer la façon dont l'image est un véritable vecteur de communication, mais
de pouvoir vous mettre dans une posture de confiance en vous, de puissance, de empowerment, comme on dit en anglais. Et je conclurai là en vous invitant à aller sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Alors, je ne vous cache pas que en termes de réseaux sociaux, parce que je fais des formations en ligne et des accompagnements en ligne qui s'adressent plutôt aux femmes, eh bien, le langage est un petit peu féminin, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui lisaient mes articles dans mon blog, donc première-impression.com, sur mon compte Instagram, sur LinkedIn également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aller guigner là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses. Sur le blog en particulier, il y a des articles qui s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, il y a plein de choses que j'ai développées là que vous pourrez retrouver sous forme d'articles ou de vidéos, si jamais ça vous intéresse. Et puis, d'ailleurs, vous avez 5 cadeaux de bienvenue dans la majorité de mes vidéos ou de mes articles. Et donc, n'hésitez pas véritablement à commencer à rentrer dans cet univers du conseil en image à travers mes cadeaux de bienvenue. Et bien sûr, pour les personnes qui désireraient aller plus loin, soit à travers un accompagnement personnalisé, des consultations, un tri de garde-robe, shopping ou une consultation sur mesure de façon à vous aider à choisir vos tenues d'entretien d'embauche, je suis à votre disposition. Ou si vous êtes plus loin et que vous préférez un accompagnement en ligne qui est tout aussi efficace, cela est possible. N'hésitez pas à ce moment-là à m'envoyer un email ou à me contacter. Je serai évidemment très heureuse de pouvoir vous accompagner vers votre meilleure image, vers votre rayonnement, vers votre assurance et ainsi multiplier vos chances, comme on l'a vu, de décrocher ce fameux Graal, ce fameux job qui vous fait rêver et que vous convoitez depuis longtemps. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura aidé. J'ai été très heureuse de le faire pour vous et je vous invite donc, comme je vous ai dit, à me suivre et ou à me contacter en cas de besoin. C'était Myriam Hoffman, consultante en images, fondatrice de Première Impression. Bye bye.